RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. Voilà la suite de quoi je me mail. De quoi je me mail, bien sûr, à la radio le dimanche matin sur RMC, mais vous pouvez aussi nous retrouver sur la chaîne 01 TV, sur les box, la chaîne 01 TV 24/24, à la fois sur les box SFR, les box Orange, Freebox et aussi sur satellite sur FranceSat, et puis sur 01nettv.com et sur la chaîne YouTube de 01 TV, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Merci de nous suivre en vidéo ou en audio. Et après le club de la presse Haïti, on va maintenant s'intéresser à un sujet passionnant. Est-ce que vous vous intéressez un peu à tout ce qui touche au spatial ? Eh bien, ça tombe bien, on va en parler avec mon invité. Je suis ravi d'accueillir pour la première fois dans De quoi je me mêle Antoine Meunier. Bonjour Antoine. Bonjour François. Vous êtes journaliste scientifique, créateur du site La Chronique Spatiale. Vous avez 25 ans de connaissances et de métier en gros dans le journalisme spatial, et vous êtes l'auteur de ce bouquin que voici, Les faces cachées de la Lune à la conquête de notre satellite, paru aux éditions JPO. Voilà, un mot sur ce bouquin, Antoine. Alors c'est un livre qui est paru pour les 50 ans de la mission Apollo 11, un petit peu avant, quelques mois avant. Je me suis dit il fallait marquer le coup. Bien sûr. Tout, et raconter l'histoire. Un demi-siècle qu'on avait marché sur la Lune. C'est un ouvrage qui raconte cette aventure, qui s'est quand même payé parfois un peu au prix fort. Lors des essais, il y a eu des astronautes qui ont malheureusement perdu la vie. Côté russe aussi, on a perdu un cosmonaute. Oui, puis c'était la compétition entre deux grandes puissances. C'était la compétition entre deux grandes puissances. L'URSS, l'Amérique. Et puis on se prépare maintenant à y retourner d'ici quelques années. Tout a changé. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, tout a changé parce qu'on se rend compte que maintenant, ce sont des acteurs privés qui ont le lead en matière d'espace. Et c'est Elon Musk, évidemment. C'est vrai que Elon Musk est un personnage étonnant, on en parle souvent dans De quoi je me mêle, pour divers projets, à la fois pour Tesla, pour son projet Hyperloop, etc. Enfin, il y en a plein. Mais il est passionné de science-fiction, il est passionné de films fantastiques. Et dès 2002, Elon Musk crée, donc il y a 18 ans, il crée la boîte SpaceX, parce que d'ores et déjà à l'époque, il avait une roadmap. Son objectif, à terme, c'est d'arriver sur Mars, je crois. Alors, son objectif, oui, c'est d'arriver sur Mars, mais je pense qu'il a pris conscience maintenant depuis une vingtaine d'années que ce sera plus compliqué que ça. Un peu plus compliqué que ça, il faut être bien clair. Et il le dit lui-même, le calendrier qu'il va fixer pour aller sur Mars est un petit peu irréaliste. Je ne vais pas dire irréaliste, on va dire plutôt optimiste. Parce que lui, son objectif, c'est d'être vivant lorsqu'il y aura des humains sur Mars. Et même de prendre sa retraite sur la planète Mars. Et il dit, j'aimerais bien mourir sur Mars, mais pas de manière accidentelle, en fait. Non, heureusement. Vivre là-bas, terminer ses jours, en fait. Il a compris que c'est quand même un objectif assez ambitieux. Aller sur Mars, vous devez parcourir plusieurs dizaines, presque plusieurs centaines de millions de kilomètres à travers l'espace. Vous n'allez pas sur Mars comme vous partez en week-end à la montagne. Non, ça c'est clair. Faut être bien clair. Aller sur Mars, vous passez 7 mois dans l'espace. Vous êtes enfermé dans une boîte de conserve high-tech. Enfin, je schématise volontairement, mais en gros c'est ça. Pendant 7 mois. C'est un défi technologique et humain. C'est un défi technologique. Ça sera sans doute le plus gros défi. Ça sera le plus gros de défi l'humanité. On est d'accord. Oui, c'est un défi technologique, c'est un défi humain parce que pendant 7 mois vous êtes enfermé avec les mêmes personnes. On sait d'ailleurs même pas combien de personnes. Il faudra quel sera l'équipage idéal pour aller sur Mars. Est-ce que ce sera 4 ? Est-ce que ce sera 6 ? Est-ce que ce sera 8 personnes ? Là pour l'instant, je pense qu'on ne peut pas le savoir. Et puis vous passez donc 7 mois dans l'espace, vous êtes en apesanteur, vous emportez tout, vous avez déjà envoyé des éléments vitaux qui vous auront précédé. Et puis on est autonome pendant 7 mois. Et puis si nous arrive un problème, on ne peut pas appeler la station-service du coin. C'est pas possible. Là, c'est pas possible. Voilà. Et puis surtout, une fois que vous êtes arrivé sur Mars et que vous vous dites mince, j'ai oublié quelque chose. Non, vous ne pouvez pas revenir. Oui, j'ai oublié le pain, c'est compliqué. Voilà, c'est pas possible, c'est très compliqué. Combien de temps faut-il ? Est-ce qu'on peut imaginer la durée du voyage pour aller sur Mars ? Alors, la durée du voyage, je peux vous la donner approximativement, c'est à peu près 2 ans et demi, 3 ans. C'est-à-dire 7 mois de voyage aller, 18 mois sur place, pour une raison très simple, c'est qu'il faut que vous attendiez que les planètes reviennent en configuration favorable pour envisager le retour. Et ça prend 18 mois. C'est long, 18 mois. Donc 7 mois pour y aller.
18 mois, donc là ça fait 25 18 mois mois. pour rester 25 sur mois, place. 25 mois au total. Et puis, il ne faut pas rater la fenêtre Et des vous ne 25 devez- mois absolument, pour pouvoir vous ne repartir. Vous ne devez pas rater la fenêtre de retour et ça entraîne donc 7 mois supplémentaires dans l'espace. Au total, on est à 32 mois. Alors, dans l'immédiat, les astronautes qui, eux, séjournent sur l'ISS, ils passent en moyenne 6 mois à bord, 180 jours. Quand vous revenez, vous êtes quand même un peu malmené. Hein, vous avez perdu un peu de masse musculaire. Bien sûr, puisqu'on est en apesanteur. On est en donc apesanteur, vous n'avez forcément, pas utilisé vos le jambes. corps n'a pas l'habitude. Le corps, On parle de radiation aussi. Alors, En ça fait, aussi, oui, c'est aussi un problème important. C'est que vous pouvez être soumis, votre vaisseau, quand il se balade à travers l'espace, il est soumis aux radiations solaires, il peut être soumis aux radiations solaires, il est également soumis au rayonnement cosmique. Et dans l'immédiat, on n'a pas encore de protection efficace qui permettrait, qui autoriserait donc le voyage vers Mars. En orbite, quand vous êtes autour de la Terre à bord de l'ISS, là vous êtes protégé par ce qu'on appelle les ceintures de Van Allen, à ne pas confondre avec le groupe de rock, bien sûr. ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. Bien Il sûr. faut être bien clair. Les ceintures de Van Allen, c'est tout simplement le champ magnétique terrestre. Et donc, avec le champ magnétique terrestre, vous êtes protégé. Oui, en grande partie de ces radiations. de ces fameuses radiations. Mais lorsqu'on part comme ça et qu'on traverse l'espace, ça peut être problématique. Mais on étudie plusieurs pistes, mais pour l'instant, c'est encore à un stade vraiment. On n'a pas encore fait d'expérimentation dans ce domaine. Où est-ce qu'on en est en fait dans cette exploration sur Mars? On a envoyé des engins sur Mars depuis de nombreuses années. Ça, on sait faire. Oui, on le fait très très bien. On arrive à envoyer des photos, des vidéos, des sons, etc. Des véhicules. Là, vous avez cet été, vous avez 3 véhicules qui sont partis vers Mars. Il y a le jumeau de Curiosity. Curiosity, vous savez, c'est cette grosse voiture, ce gros rover, plutôt, c'est le terme exact, à 6 roues, qui fait à peu près 1 tonne, qui est bardé d'électronique. Et son jumeau, Perseverance, la mission Mars 2020, vient de partir pour la planète Mars. Il y a également une sonde chinoise qui est partie, Tianwen, et aussi une sonde émirati. Alors là, c'est aussi une grande première, parce que pour la première fois, une mission spatiale des Émirats arabes unis, en collaboration, qui a été lancée par les Japonais, est en route vers la planète Mars. On n'a pas parlé des Chinois, mais c'est intéressant. Hein. Ils veulent avoir ils ont leur roadmap aussi ils ont une roadmap spatiale, et notamment, ils veulent aller sur la Lune. Alors, les Chinois veulent aller sur la Lune, mais aller sur la Lune, ça demande quand même une fusée de très grande dimension. Parce qu'il faut stocker les humains, il faut stocker les humains, il faut stocker aussi la fusée qui nous ramènera de l'autre côté. Absolument. Il faut stocker les humains, il faut stocker ce que vous allez manger, vos équipements scientifiques. Il faut un petit appartement. Et éventuellement, il vous faut un appartement, il vous faut aussi une voiture, parce que vous allez quand même vous balader. L'intérêt de l'exploration lunaire et martienne, c'est aussi de pouvoir s'éloigner de son point d'atterrissage. Alors, il faut une grande fusée déjà pour aller sur la Lune. Dans les années 60, cette fusée, c'était Saturne V. C'est une fusée qui est immense, elle est plus haute que le premier étage de la Tour Eiffel, 110 mètres de haut. Il y a une fusée actuellement qui est en cours de définition, en cours de conception aux États-Unis. C'est le SLS, le Space Launch System. C'est un acronyme, c'est un petit peu barbare. Moi, j'espère qu'on trouvera un nom un peu plus sympa, et qui percute pour le grand public. Ariane, c'était bien. Ariane, c'est très bien. Oui, mais Ariane, elle n'est pas faite pour aller sur la Lune. Malheureusement, elle est trop petite. Mais c'est une très bonne fusée. Efficace. Qui fonctionne maintenant. On a fait plus de 250 lancements depuis 40 ans. Oui, on est pas mal quand même. On est pas mal, mais malheureusement, on n'a pas encore envoyé d'hommes dans l'espace. Bon, alors, on voit que évidemment, il y a une appétence pour découvrir l'espace, mais c'est un petit peu la raison d'être de l'humain aussi, c'est de découvrir des contrées très très éloignées. Juste pour revenir sur Mars et le projet d'Elon Musk, parce que c'est bien beau d'envoyer des fusées, mais en fait c'est un projet qui va prendre des dizaines d'années, parce que avant d'envoyer des humains, il va falloir envoyer des capsules pour que ces humains puissent être accueillis, en fait. C'est ça. Enfin, il y a tout un scénario. Le scénario à l'heure actuelle, ça serait d'envoyer d'abord les équipements dont vous avez besoin, c'est-à-dire une petite centrale nucléaire qui pourrait produire du courant électrique. Il s'agit également de produire de l'eau. Vous avez besoin d'eau. Avec de l'eau, vous avez de l'hydrogène, vous avez de l'oxygène. Et puis,
Et puis surtout, on va Anne, se baser, si vous voulez, l'idée c'est de casser la molécule de CO2 présente en très grande quantité dans l'atmosphère martienne afin de récupérer cet oxygène. Donc une fois que vous avez votre centrale qui est à pied d'œuvre, qui fonctionne, là vous pouvez envoyer les êtres humains. Il y a d'ailleurs une petite expérience sur le rover Perseverance qui est actuellement en transit vers Mars, qui va être testée. L'expérience MOXIE, l'idée c'est vraiment de produire en très petite quantité. Il faut déjà vérifier que ça marche. Il y a eu des essais qui ont été faits au sol au cours de ces 20 dernières années. Maintenant, pour la première fois, on va voir si on peut créer de l'oxygène à partir du CO2 martien. Ça, c'est une vraie première. Oui, parce que rappelons-le, ça nous paraît tous évident, mais il faut le rappeler, on ne vit pas sur l'atmosphère martienne. Non, vous ne pouvez pas vivre sur Mars. Mars, il faut être bien clair, il fait plus 15 degrés au soleil. La nuit, la température dégringole à 80-90 degrés en dessous de zéro. Il faut un anorak quand même. Il faut un bon anorak, pressurisé aussi l'anorak, parce que sinon vous auriez quelques soucis. Puis l'atmosphère martienne, elle est toute petite, elle est très ténue. C'est la même atmosphère que vous avez sur Terre, mais à 30 km d'altitude. Alors à 30 km... Donc un être humain ne peut pas vivre sans combinaison sur Mars. Ne peut pas respirer, ne peut pas vivre sans combinaison pressurisée sur Mars, absolument. Est-ce que le défi d'Elon Musk de se dire, voilà, avant la fin de mes jours, je pourrais ou aller sur Mars, ou voir des humains sur Mars, est réaliste ou pas, Antoine Meunier, à votre avis ? Sachant qu'il a 48 ans. Donc allez, on lui donne encore 40 ans de vie, on lui souhaite même maximum, peut-être. Peut-être. Mais disons, dans les 40-50 ans, est-ce qu'on peut imaginer avoir des êtres humains sur Mars ? Alors, moi j'ai envie de vous dire oui. Mais qu'en pensent tous les experts ? Alors, j'ai parlé. La majorité des personnes avec lesquelles j'en ai parlé m'ont tous dit on va d'abord retourner sur la Lune avant d'aller sur Mars. Il faut bien être conscient d'une chose, c'est que vouloir se dire je vais aller sur Mars avant d'aller sur la Lune, c'est un peu comme gravir l'Everest avant de savoir gravir le Mont Blanc. Ouais. Mais ça, on l'a déjà fait, le Mont Blanc. Oui, on l'a déjà fait il y a 50 ans. Oui, on l'a déjà fait, mais on a besoin encore aujourd'hui de tester le matériel. On a besoin de tester l'humain. L'humain, aujourd'hui, au maximum, il peut tenir un peu plus d'1 an dans l'espace. C'est ce qu'on a fait. C'est le maximum qu'on ait fait au jour d'aujourd'hui. Il faudrait pouvoir arriver à faire des missions d'1 an, 2 ans, 3 ans. Et la Lune, elle peut servir de terrain. C'est un peu le galop, le wheel. Quand vous apprenez à conduire, vous commencez pas par une Ferrari, vous commencez par une Renault Clio. Pardon, je ne sais pas si j'ai le droit de dire des marques. Écoutez, c'est trop tard. Et puis, de toute façon, il n'y a pas de problème. C'est fait. Donc, vous devez avant tout vous exercer. La Lune, c'est un terrain d'entraînement. Et c'est pour ça que là, en ce moment, on y retourne. D'ailleurs, toute l'industrie spatiale US, elle est mobilisée pour ce défi. C'est aussi une volonté de la présidence Trump d'avoir un homme sur la Lune, un homme et une femme sur la Lune, une mission mixte. Ça, c'est déjà plus réalisable. Ça, c'est réalisable. Ça, on peut avoir un calendrier ou pas ? Oui. Je pense ça devrait être fait. À mon sens, la NASA travaille dans ce sens pour être en temps et en heure sur la Lune en 2024, fin de l'année 2024, c'est-à-dire vraiment les derniers mois du potentiel deuxième mandat de Donald Trump. Donc je ne veux pas trop m'avancer là-dessus. Vous imaginez un potentiel deuxième mandat quand même. On verra bien. Ça, on verra bien, mais ça, je pense que c'est un autre débat. Est-ce qu'Elon Musk sera de la partie ou pas ? Alors, il est de la partie, mais pour une partie bien spécifique. Pour ce programme qui s'appelle le programme Artemis, donc toute l'industrie est mobilisée sous forme d'appel d'offres. Il y en a eu un qui a été lancé en avril dernier, qui demande à l'industrie de concevoir un atterrisseur lunaire habité. Alors, vous avez Blue Origin, la société de Jeff Bezos, qui est un autre milliardaire. On n'a pas évoqué Jeff Bezos, mais il est vraiment très présent là-dessus. Qui est très présent là-dessus, qui lui a des projets dans le tourisme spatial assez sérieux et qui devrait, selon toute vraisemblance, parce qu'on repousse tous les ans, on repousse d'1 an pour dire nous enverrons des êtres humains à 100 km d'altitude l'année prochaine. Bon. Ça devrait arriver quand, ça ?
À partir de 2021. 2021. On va dire. Ça, c'est du tourisme spatial. C'est du tourisme spatial. C'est pour quelques centaines de milliers d'euros. Vous faites un petit trip incroyable. Pour quelques centaines de milliers d'euros, vous grimpez au-delà de 100 km d'altitude. Donc on voit la rotondité de la Terre. On est dans l'espace. On est dans l'espace. Vous restez 4-5 minutes en apesanteur. Histoire de faire quelques photos. Vous redescendez sur Terre et voilà. Pour quelques dizaines de millions de dollars, là, vous pouvez faire un tour à bord de l'ISS. Ouais. Et vous restez une dizaine de jours à peu près. Donc là, c'est vraiment... Vous êtes en orbite. Alors, la Lune, là, pour revenir à la Lune, donc vous avez toute l'industrie qui est mobilisée pour ça. Donc, il y a Blue Origin, il y a Dynetics, une autre société, et il y a Jeff Bezos, Elon Musk avec SpaceX et le Starship. Alors, le Starship, c'est une très grosse fusée. Elle fait 5000 tonnes, elle fait plus de 120 mètres de haut. C'est énorme, hein, c'est un truc énorme. Elle existe déjà, cette fusée ? Elle est en phase d'essai. Il y a eu un essai qui a été fait, qui a été réalisé hier. L'engin est monté à 150 mètres. En fait, c'est une maquette de premier étage. L'idée, c'est de faire une fusée qui soit complètement réutilisable. Et c'est vrai que ça, c'est un peu la philosophie d'Elon Musk. Hein, ça. Il a révolutionné en fait les lanceurs. Les lanceurs spatiaux, là aujourd'hui, il a plus de 90 lancements réussis avec le Falcon 9. Vous avez, je crois, une quarantaine de fusées de premier étage de Falcon 9 qui ont été réutilisées. C'est-à-dire qu'il lance une fusée et en fait le lanceur revient. Alors concrètement, comment ça se passe ? Une fois arrivé à 100 km d'altitude, à peu près 100 km d'altitude, si je me souviens bien, la fusée effectue un salto arrière. Et elle fait demi-tour dans l'espace. Incroyable. Imaginez quand même un gros stylo de 30 mètres de haut qui fait demi-tour dans l'espace. Ouais. Et c'est la fusée de Tintin. C'est vraiment la fusée de Tintin. C'est-à-dire que la fusée, elle revient et elle se pose à son point de départ. Alors on peut la récupérer en mer, on peut aussi la récupérer sur Terre. Moi je me souviens qu'en 2018, il a testé pour la première fois le Falcon Heavy. C'est en fait une Falcon 9 flanquée de 2 premiers étages de Falcon 9. Et vous avez ces 2 premiers étages qui reviennent au sol quasi simultanément. C'est incroyable. L'étage central, lui, par contre, avait été récupéré sur la barge Of Course, I Still Love You. C'est le nom choisi par la société, en pleine mer. Faut viser juste, hein, quand même, parce qu'imaginez... et d'ailleurs, il y a eu plusieurs essais. C'est au mètre près, ou voire même quasiment. Mais la technologie fonctionne, ça fonctionne, et quand on y pense, c'est vrai que... C'est dingue. Mais il fait ça pourquoi ? Parce que, en fait, l'idée, c'est de se dire, grâce à des lanceurs que je peux récupérer, eh bien, le coût d'un lancement d'un satellite ou de quoi que ce soit d'autre, finalement, coûtera moins cher puisque je vais récupérer le lanceur. C'est de le faire baisser. Alors, mais j'ai cru comprendre que c'était pas si évident que ça, et que finalement, ça coûtait très cher quand même. Ça coûte cher, malgré tout. Malheureusement, il est toujours un peu difficile avec SpaceX d'avoir des chiffres exacts sur les coûts de remise en œuvre. Il faut savoir que la NASA a tenté la chose avec la navette spatiale à partir de 1980, quand elle l'a mise en service. L'idée, c'était, la NASA, ce qu'elle voulait, c'était faire voler une navette quasiment une fois par semaine. Elle n'y est jamais arrivée, parce que ça coûtait et puis avec un accident dramatique aussi qui a mis un coup d'arrêt. Deux accidents dramatiques. Et on s'est rendu compte que c'était une fausse bonne idée. L'idée, est-ce que ça vaut, on se rend compte aujourd'hui, est-ce que ça vaut pas mieux finalement de lancer d'un côté le matériel et de l'autre côté les hommes c'est peut-être plus sécurisant. Le coût moyen d'une mission de navette spatiale, c'était aux alentours de 800 millions, entre 700 et 800 millions de dollars, grosso modo. Elon Musk, lui, le prix annoncé pour un tir de Falcon 9, c'est à peu près entre 50 et 60 millions de dollars. Donc c'est plus de 10 fois moins. Oui, et puis surtout, il prouve aujourd'hui que la technologie est fiable. Il faut être bien conscient d'une chose, c'est qu'Elon Musk, sa philosophie, c'est être prêt à dépenser des sommes astronomiques
pour permettre d'ouvrir De faire des économies. un nouveau pan oui. pan de l'astronautique. Et ça, c'est un vrai, c'est tout nouveau. On a l'impression aussi qu'il a beaucoup d'ennemis et beaucoup de gens qui ne le prennent pas au sérieux. Enfin, qui ne le prenaient pas au sérieux au début, surtout les anciens, on va dire, de ce milieu-là, non? Il est venu un petit peu bousculer. Mais maintenant, on est obligé de le prendre au sérieux parce qu'il a quand même quelques succès à son actif. Il a quelques succès à son actif. Il a réussi. Il y a plusieurs dates clés chez SpaceX. En 2007, il réussit le premier tir de Falcon 1, parce qu'il y avait qu'un moteur. Ensuite, en 2010, c'est Falcon 9. Il annonce Falcon Heavy pour 2015, qui est arrivé avec du retard. Il faut être conscient d'une chose, c'est que dans tout programme aérospatial, je dis aéro-spatial parce que les deux mondes sont connectés, bien sûr, vous avez obligatoirement des retards inhérents à ce genre de grand projet. Et puis en 2020, donc il y a quelques mois, il y a eu le lancement de 2 astronautes. Le lancement de 2 astronautes. Alors là aussi, ce qui est nouveau, c'est que c'est un véhicule privé. La NASA, comme elle est à la fois en direction de la Lune, elle a aussi besoin d'assurer la desserte de l'ISS. Vous avez 2 sociétés qui doivent assurer la desserte de l'ISS, SpaceX et Boeing avec le CST-100 Starliner, qui est une capsule qui ressemble plus ou moins à Apollo, à la vieille capsule Apollo dans sa forme, mais qui ne Donc c'est 2 philosophies différentes en fait, on a l'impression. Enfin, elles font la même chose. Les 2 capsules font la même chose. Le Starliner et le Dragon font la même chose, c'est-à-dire aller on a l'impression que aller en direction de l'ISS. Mais à l'intérieur, ça n'a rien à voir. Enfin, on a l'impression d'avoir d'un côté chez Boeing quelque chose d'un peu rustique, alors que quand on voit l'intérieur du Dragon, on a l'impression d'être dans une Tesla avec des écrans tactiles partout, quoi. C'est vrai, vous avez des écrans tactiles partout. Moi j'ai eu la chance l'année dernière de voir la copie du Starliner, un tableau de bord de Starliner, et c'est vrai que vous avez des boutons, vous avez des manettes. Mais se dire que vous avez une solution rustique, ça n'a rien de péjoratif. Non, pas du tout. Faut être bien clair. Bien sûr. Au contraire, vous avez quand même des hommes à l'intérieur. En théorie, le Dragon peut transporter, comme le Starliner, peut transporter jusqu'à 7 personnes. Mais on le fera pas parce que c'est trop. On va se limiter à 4 personnes pour rallier. Comme ça, ils auront un petit peu plus de place. Comme ça, ils auront un peu plus de place. Mais il faut 2 jours pour rejoindre l'ISS. Donc, vous vous imaginez pendant 2 jours avec vos 3 meilleurs amis dans une capsule spatiale. Tout dépend qui. Si c'est vraiment mes meilleurs amis, tout dépend. Mais bon. Tout dépend de qui c'est, voilà. Antoine, juste un mot pour terminer, parce que le temps passe vite, c'est passionnant tout ça. L'autre projet, en fait, étonnant d'Elon Musk, c'est de proposer Internet partout dans le monde. Bien sûr. Cette fois-ci, ça s'appelle Starlink. Oui. C'est un réseau de satellites avec des dizaines de milliers de satellites, je crois, si j'ai bien compris. Alors, à terme, à partir de 2025, l'idée, ça serait d'avoir 12 000 satellites qui offriraient une couverture Internet globale de la Terre, c'est-à-dire même dans les régions les plus isolées, vous aurez l'Internet grâce à ce réseau de 12 000 satellites. Incroyable. Il y en a déjà plusieurs centaines qui sont en orbite autour de la Terre. Il y en a 653, je crois, maintenant. Et le Starlink est déjà en phase de test. Et comment ça peut marcher, ça ? Alors, comment on arrive à avoir de l'Internet comme ça à des distances ? Parce que j'imagine que le satellite, il est quand même à... Alors, il n'est pas en géostationnaire. Alors, les satellites... l'Internet qui passe par le satellite, vous avez de l'Internet via le géostationnaire. On peut peut-être rappeler que géostationnaire, c'est un satellite qui va faire un tour complet de la Terre en 24 heures. 36 000 km 36 000 km, exactement. Alors que là, ces petits satellites seront beaucoup plus bas. Ils sont étagés sur différents plans orbitaux. L'idée, c'est 340 km et jusqu'à un peu plus de 1000 km. L'intérêt d'avoir ces satellites aussi bas, c'est que ça diminue le temps de latence, le temps de latence bien sûr, de l'Internet. Qui est de l'ordre de 600 millisecondes avec le géo. Et là, on à 340 km, on est à quelques millisecondes. On serait à 35 millisecondes. Et Elon Musk voudrait 20 millisecondes. D'après les premières informations que j'ai pu avoir, visiblement, ça fonctionne plutôt bien. Les premiers les gens qui ont essayé la version bêta sont plutôt impressionnés. Et ça, on sait quand est-ce que ça va être commercialisé, alors, ce ça serait système plutôt
2021-2022. Là, encore, pour l'instant, on est en phase d'essai. Encore un projet d'Elon Musk qui est dingue. Encore un projet d'Elon Musk. Et puis surtout, il faut dire aussi une chose, c'est qu'Elon Musk, il dispose de la structure spatiale la plus importante. Oui. Plus de 650 satellites déjà. À part lui, il n'y a personne d'autre. Le gars, il a 650 satellites à lui qui tournent quelque part. Mais c'est pas des gros satellites. Non, c'est des petits trucs. Ce sont des petits trucs qui font à peu près 250 kilos, qui sont espacés. Oui, c'est des beaux bébés déjà. C'est un beau bébé. Ce sont des satellites qui sont espacés d'environ 200 km et qui sont reliés, qui ont une connexion laser. Mais ça marcherait avec un smartphone normal ou il faudrait un appareil spécial? Alors, je crois savoir qu'il y aurait aussi différentes stations qui seraient installées. Vous auriez au sol à peu près 1 million de stations au sol. Ah d'accord, donc il faut des installations au sol quand même. Il faut des petites installations et pour les gens qui seraient clients de Starlink. Ouais, mais ça casse un peu le rêve parce que ça veut dire que finalement, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un relais terrestre et donc une installation à un endroit donné. Donc, oui, mais bon. Si par exemple je suis en plein milieu de je sais pas quoi, en plein milieu de je sais pas moi, en plein milieu des océans par exemple, il y aura pas d'émetteur au milieu pour si vous êtes sur un bateau, ou dans un avion qui est équipé, là à ce moment-là, ça peut. Puis on est rarement sur un radeau. On est rarement sur un téléphone en ayant besoin d'internet. Oui. Antoine Meunier, merci pour toutes ces précisions, c'est passionnant. Voilà, si vous êtes tout comme nous, vraiment intéressé par ce sujet, je vous invite à découvrir ce bouquin, donc Les faces cachées de la Lune à la conquête de notre satellite, paru aux éditions JPO. Antoine, merci d'être venu. Merci à vous. Et on va suivre de près les pérégrinations d'Elon Musk. Absolument. Ce De quoi je me mêle est terminé. Merci d'avoir été avec nous. Portez-vous bien, bon week-end. On sera là, bien sûr, la semaine prochaine sur RMC le dimanche matin et puis sur les box et sur le web, bien sûr. À très vite. De quoi je me mêle sur RMC et 01 TV.